Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle enquête paranormale. Encore une fois, c'est un des dossiers des Warren qui n'est pas si connu que ça, j'ai l'impression, et qui va parler d'une hantise qui s'est déroulée au Connecticut avec des événements assez flippants. Et notre histoire commence lors d'une journée d'hiver. La neige descend du ciel et recouvre les routes d'une couche de poudreuse, et pourtant la chose la plus froide à ce moment-là, c'est pas l'extérieur, c'est plutôt l'ambiance dans la famille Snedeker. En effet, ils viennent d'apprendre que leur fils Philippe a été diagnostiqué avec un lymphome de Hodgkin. Et en plus, il a que 14 ans. Faut savoir que c'est le genre de maladie qui, à moins d'un miracle, est malheureusement fatale, surtout à l'époque où ça s'est passé, et les docteurs lui ont dit qu'il va mourir dans environ 6 mois. Philippe est très mal au point, il est passé d'un garçon fort et en bonne santé à un espèce de fantôme maigre et sans expression. Et pour que Philippe puisse subir des traitements expérimentaux, il doit consulter un spécialiste qui se situe à plus de 600 km de la maison familiale dans un hôpital situé dans le Connecticut. Et alors que ces traitements commencent seulement, la famille elle se rend tout de suite compte que ça va être très compliqué de faire des allers-retours quotidiens. Sachant que ça prend déjà 8 heures juste pour y aller, c'est tout simplement insoutenable. Et c'est pas que insoutenable pour la famille, mais aussi pour Philippe qui doit se taper 8 heures de route et qui est déjà vachement affaibli à cause du cancer et des radiations qu'il subit. Sa famille elle veut naturellement tout faire pour alléger le fardeau de son enfant et rapprocher leur fils du seul médecin qui est capable de l'aider. Et du coup ses parents, Alan et Carmen, liquident ce qui reste de leurs actifs dans lesquels ils avaient investi depuis des années, et Alan effectue un transfert de son travail pour déménager sur un autre site dans l'état du Connecticut. Alors qu'Alan s'occupe des enfants à la maison, Carmen elle se rend dans le Connecticut pour tenter de trouver un endroit convenable pour vivre avec sa famille. Mais avec 2 adultes et 4 enfants au total, c'est vraiment très compliqué au niveau financier, compte tenu qu'en plus leur budget est relativement restreint. Après des dizaines de rendez-vous infructueux et des dizaines de refus, la situation elle devient de plus en plus difficile pour la famille, jusqu'à ce jour où elle est dans sa voiture en train de réfléchir à ce que l'avenir va lui réserver, et là Carmen elle va tomber par hasard dans une rue et elle se retrouve devant une grande maison avec un panneau à vendre accroché dans la cour. Après s'être renseignée, elle s'est rendue à l'intérieur pour parler avec le propriétaire de la maison, et bien qu'il y ait des rénovations qui soient toujours en cours et qu'il faut encore attendre un petit peu avant que la maison soit prête pour qu'on puisse y vivre, elle a néanmoins eu la chance d'être autorisée à faire une petite visite. Et quand elle est à l'intérieur, presque immédiatement, elle est tombée amoureuse de la maison. Son parquet il a été fraîchement posé, l'intérieur il est accueillant, et en plus il y a 4 chambres, 2 à l'étage et 2 au rez-de-chaussée, donc il y a beaucoup d'espace pour tout le monde. Cette maison elle est vraiment géniale pour elle et ça semble être la solution parfaite. Et surtout le plus important, c'est qu'à quelques minutes de cette maison, il y a l'hôpital que fréquente Philippe, qui est quand même la cause principale du déménagement. Vous vous en doutez, mais avec un budget serré, la maison n'est pas forcément dans leur prix, donc elle demande au propriétaire s'il y a moyen de s'arranger et s'accorde sur un loyer. Pour Carmen, cette affaire et surtout cette maison, c'est un cadeau de l'univers, et vous vous en doutez, mais une grande maison peu chère à côté de l'hôpital et en plus rénovée, franchement, que demander de plus? Après une poignée de main, les papiers sont rapidement signés et la famille elle commence à emménager. À ce moment-là, pour tout le monde, après des mois de lutte et d'inquiétude, ils ont maintenant une chance de se battre pour une vie normale et surtout une vie meilleure, et surtout ils donnent une meilleure chance à leur fils Philippe de pouvoir vaincre son cancer. Plusieurs semaines plus tard, alors que les enfants sont hébergés chez des proches, Carmen et Alan y commencent à emménager quelques fournitures dans la maison. En voyant la bâtisse pour la première fois, Alan il avoue volontiers que sa femme elle a fait un excellent travail. Il est complètement amoureux de la baraque jusqu'à ce que le couple regarde dans le sous-sol. Il y avait une espèce de petite pièce que Carmen n'avait pas vue lors de sa première visite. Au début elle se dit que voilà, c'est peut-être une pièce qui était en cours de rénovation à l'époque et qu'elle n'a pas pu y rentrer, et alors qu'elle et Alan ouvrent la porte, ils ont rapidement remarqué d'étranges outils qu'ils n'avaient jamais vus auparavant et qui étaient disposés sur une table. Alors que la neige tombe à l'extérieur et que les murmures du vent d'hiver se font entendre, les Snedeker font une étrange découverte dans leur nouvelle maison. Elle semble avoir été auparavant un salon funéraire, où les morts étaient préparés et embaumés pour les enterrements. Certains des vieux outils et des scies étaient encore présents dans la pièce, et assez choquée et en colère, Carmen elle refuse d'abord d'amener les enfants, en particulier Philippe, qui n'a clairement pas besoin de ça en plus dans sa vie pour l'instant, mais finalement Alan va réussir à la dissuader et va lui dire que considérant leur situation, ils ont pas vraiment d'autre choix, surtout qu'en plus le bail est déjà signé, ils ont déjà un accord, et ils ont déjà dépensé jusqu'au dernier centime de ce qu'ils avaient pour le traitement de Philippe, donc en fait ils sont un petit peu dos au mur. Et puis après il lui dit aussi que honnêtement un salon funéraire, personne n'est probablement mort à l'intérieur, et finalement Carmen elle va finir par céder et accepter de poursuivre le processus d'emménagement. Néanmoins, les deux parents vont quand même se jurer de cacher à leurs enfants le passé morbide de la maison et surtout de cette fameuse pièce. Ils contactent aussi le propriétaire qui va enlever le matériel d'embaumement et les préparations décor, et après plusieurs semaines, tout le monde emménage pour de bon. Alors que Philippe et les autres enfants errent d'une pièce à l'autre pour examiner la nouvelle maison, Carmen elle commence à passer la serpillière sur le plancher parce qu'elle se prépare à amener tous les meubles et les poser définitivement. Et alors qu'elle remplit son seau de savon et d'eau chaude et qu'elle commence à passer la serpillière, elle ressent une sensation
sensation assez particulière. Alors qu'elle passe la serpillière d'un côté et de l'autre de la pièce, l'eau fumante et savonneuse commence à se troubler et à se transformer en une espèce de substance épaisse et rouge foncé. Un peu comme du sang qui aurait coagulé. Elle remarque aussi que le sol est lui aussi tapissé de ce liquide, et quelques secondes après, les choses reviennent à la normale, et cette fameuse couleur rouge, elle disparaît. Elle va alors attribuer cette vision bizarre au stress et à l'épuisement intense qu'elle ressent ces derniers jours, et elle essaie de faire une croix sur l'expérience qu'elle vient de vivre. Pendant ce temps, Philippe il s'est promené dans la cage d'escalier du sous-sol, histoire d'explorer les lieux, mais lui aussi, il va ressentir un phénomène assez particulier. Plus il descend dans le sous-sol, plus il a l'impression de ressentir une espèce de présence avec lui. Il l'a décrit comme un souffle froid, et alors qu'il arrive au sous-sol, il sait pas pourquoi, mais il a l'impression qu'il n'est pas tout seul. Il entend ensuite une voix l'appeler d'une pièce qui se trouve dans le sous-sol, et cette voix, elle connaît son nom. Assez effrayé, il remonte à l'étage et il commence une petite crise de panique en disant à sa mère qu'ils doivent partir immédiatement et qu'il a vraiment pas l'impression qu'ils sont en sécurité ici. Carmen, elle a d'abord mis de côté les sentiments de son fils parce qu'il était malade et elle se dit que c'est sûrement une voix qu'il a entendue dans sa tête et que c'était pas quelque chose de physique. Même vous allez voir qu'elle va vite se rendre compte que les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Les parents décident de faire venir un prêtre qui les avait mariés quand ils étaient plus jeunes, et Alain et Carmen ils lui demandent de faire une petite prière de guérison pour Philippe, histoire de l'aider dans son traitement. Mais malgré tous leurs efforts, son état ne fait qu'empirer. À ce moment-là de l'histoire, toute la famille a aménagé dans cette maison qui était l'ancien salon funéraire, et bien sûr personne ne sait quoi que ce soit. Néanmoins, Philippe, à la différence du reste de ses frères et sœurs, s'en est rendu compte tout seul, comme s'il avait été capable de le ressentir. Carmen elle va finir par attribuer sa découverte au fait qu'il était proche de la mort, et elle dit qu'à l'époque, le voile entre la vie et la mort était devenu si mince pour son fils qu'il pouvait comprendre certaines choses que les autres ne pouvaient pas voir. N'empêche que c'est assez étrange quand même qu'il soit capable de savoir ce genre de détails sans que personne lui ait dit. S'efforçant de subvenir aux besoins de sa famille du mieux qu'il le pouvait, Alan il était depuis longtemps retourné au travail, laissant Carmen gérer seule cette étrange nouvelle maison. Le seul moment où il était à la maison c'était le week-end, jusqu'à ce que son transfert soit finalisé et qu'il puisse enfin travailler dans le Connecticut. Au fur et à mesure que les jours passent, les étrangetés à l'intérieur de la maison commencent à se révéler au Snedeker. La plus jeune de leurs filles joue dans sa chambre, elle est en train de jouer avec ses poupées quand une silhouette se dessine dans le fond de la chambre. Lorsque la petite fille lève les yeux au-dessus de sa maison de poupée, elle voit la silhouette d'une femme à la peau pâle et aux yeux enfoncés à l'intérieur de sa boîte crânienne. En hurlant, elle se précipite directement chez sa mère aussi vite que possible et Carmen elle fait ce qu'elle peut pour réconforter sa pauvre fille qui tremble et qui serre sa mère dans ses bras de toutes ses forces. Voulant quand même vérifier ce qui se passe dans sa chambre, Carmen elle monte à l'étage pour tenter de dissiper les craintes de sa fille et malgré ses recherches, rien ne semble sortir de l'ordinaire. Elle croit alors que c'est Philippe et son frère qui lui jouaient des tours et Carmen elle se précipite furieusement pour les retrouver et pour les confronter. Mais malgré sa rage, les garçons y jurent qu'ils ne lui ont jamais rien fait. Un peu déconcertée, Carmen elle retourne à la cuisine pour préparer le dîner. La seule fois où elle a la paix dans la journée, c'est la nuit, lorsque ses enfants y dorment. Du moins, pour ceux qui dorment en haut. Ces garçons qui sont dans la chambre du sous-sol, ils ne dorment pas beaucoup. Ils sont très souvent réveillés par des bruits, des images de choses ou de quelqu'un qui se déplace derrière leur porte. Au début, ils pensent qu'il s'agit simplement d'ombres ou de leur esprit qui leur joue des tours. Et perso, je veux bien le croire parce que je me rappelle très bien que quand j'étais petit, je m'étais réveillé en pleine nuit et j'avais face à moi une espèce d'armoire avec une énorme chenille qui devait faire genre 1 mètre, 1 mètre 50. Et je me rappelle que j'étais terrifié parce que je la voyais descendre de l'armoire et ramper jusqu'à mon lit. Vous vous en doutez bien, mais en fait, elle a jamais bougé. Mais quand on est gosse, on imagine très rapidement certaines choses qui n'existent pas. Et surtout dans le noir quand on a peur. Sauf que le problème dans ce cas-là, c'est que tous les deux voient exactement la même chose et ressentent exactement ce même frisson qui leur monte dans la colonne vertébrale. La santé de Philippe, elle s'empire de jour en jour et les apparitions deviennent de plus en plus intenses, au point où les garçons ne peuvent plus dormir. Ils décident finalement d'expliquer à Carmen qu'il y a un homme dans ce qu'ils appellent la salle de laboratoire, qui est en fait leur chambre au sous-sol, et Carmen, comme d'habitude, elle essaie de les convaincre de nier leur peur, en expliquant aux garçons qu'il n'y avait rien du tout et que c'était juste leur imagination débordante. Elle explique aussi à Philippe que c'est sûrement les médicaments qu'il prend et que ça pourrait avoir un rôle dans les choses qu'il ressent ou qu'il voit la nuit. Alors ça c'est bien beau, mais ça n'explique toujours pas son frère, qui voit exactement la même chose que lui
au même moment. Le lendemain, Carmen elle commence à préparer le dîner pour la famille et jusqu'à présent elle n'a pas eu d'expérience qu'elle a reconnue comme quelque chose de paranormal. Pour elle, pour l'instant, tout est lié au stress ou au manque de sommeil. Elle venait de mettre tous les plats sur la table pour sa famille et alors qu'elle commence à se diriger vers le congélateur, elle entend un léger mouvement qui provient de la salle à manger. Elle pose alors ce qu'elle a en main et elle va essayer de voir d'où vient ce bruit et là, elle remarque que tous les plats ont disparu, comme si elle ne les avait jamais posés. Ayant l'impression de perdre la tête, Carmen ne peut pas si facilement rejeter ce qui vient de se passer, parce qu'elle sait très bien qu'elle vient de mettre la table il y a 2 minutes, et donc elle commence à se poser quelques questions sur cette maison. Pendant ce temps, le frère cadet de Philippe, Bobby, était dans leur chambre au sous-sol. Il commence à entendre ce qui ressemble d'abord à des chuchotements provenant d'une des pièces du sous-sol, et il voit l'apparition d'un homme derrière une porte-fenêtre. Il peut pas distinguer d'autres traits qu'un contour, comme une ombre, mais il voit que cette personne se rapproche. Et plus il se rapproche, plus le chuchotement devient audible. Et cet homme murmure lentement un nom, Philippe. Sentant un sentiment de terreur l'envahir, le garçon il court rapidement à l'étage où il tombe sur sa mère et ayant elle-même vécu sa propre expérience à l'instant, elle sait pas trop quoi lui dire. Elle décide quand même de se diriger au sous-sol et après quelques secondes, elle ouvre la porte et elle se retrouve dans le silence. Elle voit bien qu'il y a personne en bas et c'est à ce moment-là qu'elle commence à envisager la possibilité que sa maison soit simplement hantée. Alan arrive le lendemain matin pour passer le week-end avec sa famille. Au même moment, une tempête hivernale a commencé à s'installer à son arrivée et après avoir parlé avec sa femme, il apprend que Philippe a raconté à tous les autres enfants de son école le passé macabre de sa maison. Et il trouve alors important d'aborder la question en famille, estimant que l'information pourrait peut-être simplement alimenter les imaginations débordantes de tout le monde. Et c'est donc à la table du petit déjeuner qu'il va expliquer à tout le monde que la maison est effectivement un ancien salon funéraire. Mais bien sûr, il les rassure et il leur dit qu'il n'y a aucune raison que les enfants aient peur et qu'il n'y a pas de monstre tapis dans l'ombre et qu'il n'y a pas de fantôme qui vit dans la maison. Du moins c'est ce qu'ils pensent. Les traitements contre le cancer de Philippe se poursuivent jour après jour, drainant lentement les fonds de la famille et pendant ce temps, il continue de voir et d'expérimenter encore plus d'événements paranormaux dans sa maison. Maintenant on le sait, mais sa mère elle attribue ça à des maladies et aux effets des médicaments qui lui ont prescrits, jusqu'à un autre événement très bizarre. En effet, elle remarque que la plupart des crucifix de la famille qui ont été placés partout dans leur maison ont commencé à disparaître. Les perturbations nocturnes sont également devenues plus régulières. Philippe et son frère voyant l'homme dans leur chambre et réveillant leurs parents de plus en plus fréquemment. En effet, chaque nuit, ils hurlent de terreur que l'homme est de retour et après avoir déambulé dans la maison et s'être assuré que tout était verrouillé, Alan leur explique qu'il n'y a aucun moyen qu'ils puissent entrer et assez énervé à l'idée d'être réveillé presque toutes les nuits, il oblige les garçons à retourner se coucher et fatigués de ne pas être crus, les garçons ont commencé à laisser la lumière allumée dans leur chambre, histoire d'être rassurés. Convaincus que Philippe voyait des choses à cause de ses médicaments et qu'il influençait ensuite les plus jeunes enfants, ses parents ont demandé à ce qu'il soit examiné par un médecin pour détecter d'éventuelles interactions, pour détecter si oui ou non les médicaments pouvaient bien lui faire voir des choses. Sauf qu'après une série de tests, c'est la grosse douche froide, parce que les médecins concluent que rien de ce que Philippe ne prend ne peut être à l'origine des choses étranges qu'il rapporte. La seule autre réponse possible est un problème psychologique, en plus de son cancer. La situation elle est extrêmement tendue à la maison. Chaque jour, il y a une pile de 5 cm de factures qui arrivent dans la cuisine et il croule sous les retards, les avis de résiliation. Et un jour, en les triant, Alan il est choqué de trouver une facture d'électricité presque 2 fois supérieure à ce qu'il paie habituellement. Pour lui, c'est les enfants qui dorment avec les lumières allumées et tout ça à cause des histoires de fantômes que Philippe raconte. Et non seulement ça leur faisait perdre du sommeil, mais en plus ça leur coûtait maintenant de l'argent qu'ils n'avaient en plus tout simplement pas. Pour contrer ça, le père se rend dans le sous-sol et enlève toutes les ampoules. Et pourtant, cette même nuit, les lumières du sous-sol commencent à clignoter. En jetant un coup d'œil pour trouver la source, les 2 frères voient leur petite sœur allumer et éteindre les lumières. Et bien qu'il n'y ait plus d'ampoule, elle clignote toujours. Bobby la poursuit dans les escaliers, mais à la place, il tombe sur ses parents, qui étaient debout, et il explique alors la situation. Sauf que sa mère lui dit que c'est impossible que sa sœur soit à l'origine de leur réveil, puisqu'elle dort dans sa chambre depuis des heures. Ne la croyant tout simplement pas, Bobby décide d'aller à l'étage et il trouve effectivement sa sœur profondément endormie dans son lit. Il est encore plus paniqué par ce qui vient de se passer et vient de se rendre compte que la chose qui vit dans cette maison peut prendre la forme d'un membre de la famille. Décidé à comprendre ce qui ne tourne pas rond dans sa maison, cette même nuit, Philippe il se lève et il se dirige vers la fameuse pièce où il avait entendu son nom être chuchoté plusieurs fois. En ouvrant la porte, il se retrouve face à face avec une entité. Il va la décrire comme étant un homme aux yeux rouges foncés, presque remplis de sang, qui commençait à lui chuchoter des choses sur ce qui s'est passé dans la maison. Après cette nuit, Philippe a commencé à subir un changement radical
de personnalité. Il a commencé à s'éloigner et à s'isoler du reste de la famille et il a insisté pour qu'on le laisse seul dans le sous-sol et que son frère Bobby devait monter à l'étage. Malgré ces changements de personnalité, un miracle a semblé se produire. Un miracle pour lequel la famille avait prié nuit et jour. Après des mois de traitement quotidien, les analyses de sang de Philippe sont finalement revenues à la normale. Son cancer était en rémission, mais étonnamment, il ne semblait presque pas s'en soucier. Et plus tard dans la soirée, alors que la famille se prépare à célébrer la bonne nouvelle, elle accueille également un invité pour la première fois depuis qu'elle a déménagé, leur nièce Teresa, qui allait vivre temporairement avec eux. N'ayant pas vu la famille depuis un certain temps, Teresa elle remarque bientôt que Philippe, dont elle était auparavant très proche, était absent de la fête. Elle finit par le trouver dans le sous-sol et elle remarque quelque chose de très différent en lui. Il semble plus sombre, en colère, et il ne ressemblait pas du tout au garçon qu'elle avait l'habitude de connaître. Il finit alors par lui confier toute l'activité paranormale qui entoure la maison, et il explique aussi ses expériences, comme par exemple qu'il entendait gratter sur la porte ou dans les murs durant la nuit, ou que son nom était appelé, ou qu'il voyait des apparitions de personnages autour de lui, et qu'il entendait des chuchotements, et aussi qu'il voyait et qu'il entendait un homme en costume avec des yeux rouges qui l'appelait, et que cet homme se rendait également à son chevet tous les soirs, et lui disait des choses que ses parents avaient dites à son sujet, des choses négatives et terribles. Il encourageait aussi Philippe à passer à l'action et à faire du mal à sa propre famille. Peu de temps après le début de son séjour, Teresa a commencé à remarquer que la haine et la méchanceté qui habitaient Philippe semblaient faire partie de la routine quotidienne de sa famille. En effet, les bagarres et les cris sont rapidement devenus fréquents, en particulier entre Philippe et son père. Selon le journal intime de Philippe, chaque nuit, alors qu'il essaie de dormir, cette créature, ce démon, lui rend visite et le pousse de plus en plus à commettre des choses extrêmement tordues à ses parents. Il en est même arrivé à un point où Philippe ne voulait même pas quitter sa chambre de peur de blesser sa famille. Philippe y continue à confier à Teresa qu'il a commencé à voir d'autres personnes au sous-sol, qui étaient mortes, enterrées dans sa chambre et qu'elles avaient été piégées au sous-sol par l'homme au costume. Alors qu'il expliquait ses nouveaux développements avec le démon, sans prévenir, il a soudainement attaqué Teresa et a essayé de lui faire du mal. Se libérant et se précipitant dans les escaliers et dans les bras de son oncle Alan, leur relation s'est rapidement détériorée, bouleversée par ce qui s'était passé entre elle et Philippe. Et autre information assez importante, mais elle a finalement reçu un chapelet de Carmen qui croyait que ça l'aiderait à la réconforter. Et elle l'a porté au lit cette nuit-là comme une sorte de collier. Cependant, elle va vite découvrir qu'au lieu de la réconforter, cet objet faisait d'elle une cible. Profondément endormie, Teresa est soudainement réveillée par la sensation désagréable que ses couvertures sont retirées de son corps. Elle ouvre alors les yeux et elle trouve Philippe, qui la regarde avec un sourire en coin, juste avant de l'attaquer et de la frapper à plusieurs reprises au visage. Heureusement, ces cris ont rapidement réveillé Carmen et Alan, qui ont immédiatement maîtrisé Philippe, et après cette série d'incidents, ses parents ont contacté les autorités en raison de sa violence. À l'arrivée des forces de l'ordre et du personnel médical, il semblait n'avoir aucun souvenir de ce qui s'était passé. Il criait et pleurait alors qu'on le faisait sortir de force de la maison, et Alan et Carmen ont suivi l'ambulance jusqu'à l'hôpital pour signer les documents nécessaires à l'internement provisoire de Philippe dans une institution spécialisée et pour une évaluation psychologique. Mais juste avant d'être conduit à l'hôpital, il leur a quand même lancé un avertissement inquiétant. Remarquez mes paroles. Maintenant que je suis hors de la maison, ce sera après vous qui s'en prendra. Ça empirera. Lorsqu'il rentre à la maison, il est temps pour Alan de se rendre au travail. Après avoir déposé Carmen, il part pour sa journée. Voulant dormir mais trop stressé pour le faire, Carmen elle s'assoit sur le bord de son lit et pleure, repensant à ce que son fils a dit. Et si tout ça était vraiment réel. Elle décide de descendre au sous-sol dans la chambre de Philippe pour voir si elle peut aussi y vivre quelque chose d'étrange qui pourrait expliquer le comportement de son fils. Après plusieurs minutes, bien qu'elle n'ait rien vu, elle a commencé à ressentir une chute massive de température si basse qu'elle peut voir sa respiration former de la buée. Mais après une demi-heure à attendre, elle ne voit rien. Alors elle retourne dans sa chambre pour prendre une douche et par la même occasion essayer de se détendre pour dormir. Alors que Carmen fait couler sa douche et que le reste des enfants dorment, elle ne le sait pas encore, mais une présence commence à se manifester dans la maison. Alors qu'elle se lave, le rideau de douche recouvre lentement son visage et paralysée, elle commence à s'étouffer. Au même moment, Teresa est réveillée en sursaut. Elle est étranglée par le chapelet qu'elle porte. Elle crie, tire sur son cou et finit par se libérer. Elle court alors vers les cris étouffés de sa tante venant de sa chambre et après l'avoir vu se faire étrangler par le rideau de douche, elle le retire aussi vite que possible et les deux se regardent alors et partagent un moment traumatisant. Toutes les deux ont vécu des choses qu'elles ne peuvent
pas expliquées. Et ce n'est pas terminé. Alan est sur le point de subir sa propre attaque. Alors qu'il travaille sur son chantier, il commence à entendre son camion avancer, bien que ses clés soient dans sa poche. Il jette alors un coup d'œil à l'extérieur et il voit son camion commencer à se diriger vers lui. Puis, le camion s'écrase directement dans un bâtiment. De retour à la maison, Carmen et Teresa sont encore sous le choc quand soudain le téléphone sonne. Cependant, il n'y a personne à l'autre bout du fil, à part un rire étouffé qui vient de l'autre côté. Sentant une sensation de brûlure sur son oreille, Carmen laisse immédiatement tomber le téléphone et constate qu'il est partiellement fondu. Se mettant à crier, elle se retrouve figée alors qu'elle jette un coup d'œil vers le plafond après avoir vu quelque chose du coin de l'œil. Il y a une sorte de nuage noir qui se met à flotter au-dessus d'elle. Elles sont absolument terrifiées par ces manifestations et se rendent compte que Philippe avait raison. Cette force, ce démon, s'est emparé de toute la maison. Sortant de la pièce en courant et se précipitant pour rassembler le reste des enfants, elle voit qu'à l'extérieur il y a une tempête de neige qui fait rage. Et donc elles savent que c'est impossible de sortir. Carmen, elle sait pas trop quoi faire et elle décide d'appeler le prêtre qui l'avait marié, elle et Alan, et qui avait béni Philippe avant que son cancer soit en rémission. Heureusement pour elle, le prêtre a promis de se rendre à la maison dès que possible, et quelques heures après lorsqu'il arrive, il essaie de comprendre ce qui se passe dans cette maison. Il leur dit qu'il les croit, mais que s'ils ignorent simplement la présence du démon, il disparaîtra. Elle est déconcertée par sa réponse, et une fois qu'il est parti, elle s'est précipitée à la recherche d'autres options, moins conventionnelles, pour trouver les réponses dont elle avait désespérément besoin. Alors qu'elle fouillait un annuaire téléphonique et qu'elle regardait dans le journal, elle est tombée sur un article sur une équipe de maris et femmes de soi-disant démonologues qui devaient donner une conférence dans une université voisine. Après plusieurs appels téléphoniques, elle prend contact avec Lorraine et Ed Warren, qui acceptent de venir rendre visite à Carmen le jour même pour évaluer sa situation. Après leur arrivée et lors d'un bref entretien, Lorraine elle commence à inspecter la maison en utilisant son don de discernement, le supposé sens supplémentaire qui permet à une personne de découvrir la vraie nature d'une situation ou le caractère d'une personne. Et dans ce cas-là, elle essaie de comprendre si c'est un esprit ou une hantise. Elle est presque immédiatement attirée par le sous-sol. N'ayant aucune connaissance de la maison auparavant, elle se dirige vers la tristement célèbre salle de laboratoire et elle commence bientôt à sentir plusieurs âmes. Un sentiment de dépression et de malheur commence à l'envahir. Parmi les nombreux esprits humains qu'elle ressent, il y a une force démoniaque qui habite le sous-sol. Elle le décrit plus tard comme une porte vers l'enfer, situé dans le sous-sol, dans la chambre de Philippe. Pour éliminer de tels esprits à l'intérieur d'une maison, les Warren ils ont informé Carmen que l'église catholique devait autoriser un exorcisme, une demande qui pourrait prendre des semaines, voire des mois. Et pour essayer d'accélérer le processus, les Warren ils vont contacter leur chercheur principal, un homme nommé John Zaffis, pour essayer de documenter ce qu'ils vont trouver dans la maison et les aider à prouver qu'un exorcisme est effectivement nécessaire. Pendant leur séjour là-bas, ils vont y faire des preuves vidéo, audio et photographiques pour documenter leurs découvertes. Sur les conseils des Warren, afin que le démon ne puisse pas isoler une personne de la famille, ils décident de tous déplacer leur lit dans le salon pour dormir ensemble durant la nuit et se protéger les uns les autres. Cependant, avec le départ de Philippe, l'entité elle va commencer à poursuivre la personne la plus vulnérable. Et ayant souffert d'un stress intense à cause de leur situation, cette personne, c'est Carmen. Alors que la famille discutait des découvertes potentielles avec les Warren autour de leur cheminée dans le salon, Carmen, elle est soudainement projetée alors que tout le monde se rassemble autour d'elle. Leur visage passe de l'inquiétude à l'horreur. Il remarque que sa gorge commence à gonfler et que son visage commence à se contorsionner et à se tordre. Elle décrira plus tard ce qu'elle a ressenti en faisant cette expérience. Elle a dit « J'avais l'impression d'être dans un trou sombre, comme un puits, entouré de silhouettes noires, dont je ne pouvais pas distinguer les traits. J'ai ressenti un désespoir, au point que si j'arrêtais de respirer, je savais que je le méritais. » Se précipitant à son secours mais n'étant pas qualifiés pour effectuer eux-mêmes un exorcisme, les démonologues Warren et leur équipe demandent au reste de la famille d'apporter quelque chose de sacré pour qu'on puisse le placer à côté d'elle. Teresa elle se précipite pour retrouver le chapelet qu'elle a reçu en cadeau et elle le pose sur elle dans le but de combattre tout ce qui l'attaquait. Après des heures de prière et de supplication, le rituel semble fonctionner. L'expérience semblait ne durer que quelques minutes pour Carmen, mais c'était en réalité 8 heures de prière qui ont été nécessaires pour la sauver. Bien qu'ils aient fait des recherches et traité des dizaines voire des centaines de cas paranormaux, les Warren ont dit plus tard qu'ils ont vécu cette présence démoniaque comme étant la plus forte avec laquelle ils étaient jamais entrés en contact. À l'approche de ce qui était censé être la dernière nuit, le chercheur en chef John Zaffis a commis l'erreur de quitter le salon. Il va alors s'asseoir dans la cuisine, incapable de s'endormir, et en quelques minutes, il a l'impression d'avoir été placé dans un congélateur. Toute sa chaleur quitte son corps et commence à voir son propre souffle
suspendu dans l'air. Ayant déjà vécu ça, il sait à présent qu'il est ciblé. Alors que la peur commence à l'envahir, il appelle tous ceux qui dorment à quelques mètres de la maison, mais il n'a aucune réponse. Il se précipite dans le salon où il a commencé à voir les matelas respirer. Et toute la famille était complètement inconsciente. Personne n'entendait ses cris. Il entend alors la porte du sous-sol s'ouvrir en grinçant, et alors qu'il se dirige lentement vers l'endroit où il peut voir l'entrée du sous-sol, il voit un homme vêtu d'un costume avec un visage tordu et des yeux rouge sang. L'expérience terrifie tellement John qu'il se précipite dans le salon, secoue son équipe et les oblige à sortir de la maison. Il dira plus tard: « Je n'ai jamais, au cours des décennies et des décennies d'enquête sur le paranormal, vécu quelque chose à ce degré de mal. Depuis cette nuit-là, je prie pour que je ne fasse plus jamais cette rencontre. » Quelques jours après que John ait quitté la maison, les Warren parviennent finalement à convaincre le diocèse du Connecticut d'accorder à la famille un prêtre pour déterminer si un exorcisme est accordé. L'exorcisme dans la foi catholique, surtout de nos jours, n'est mené que dans le secret absolu, et il est extrêmement rare qu'il soit accordé. En fait, il faut prouver que le mal est présent et qu'il n'y a rien qui peut l'expliquer de manière logique. Un prêtre du nom de Père Frank arrive bientôt pour exécuter les ordres de l'église et mener une enquête en leur nom. Après avoir vu les preuves données à l'église par les Warren, il écoute également les Snedeker pour parler de leur expérience et il visite la maison. Plusieurs semaines s'écoulent jusqu'à ce que l'église prenne enfin une décision. Au grand soulagement de la famille, il décide de leur accorder un exorcisme. Un autre prêtre du nom de Père Richard a été envoyé pour diriger le rituel. Il arrive encore une fois au cours d'une tempête de neige et lorsqu'il arrive, le Père Richard est immédiatement attiré par le sous-sol. Alors qu'il descend les marches avec Carmen derrière lui, il se tourne vers elle et elle remarque que son visage, qui était au départ dépourvu d'émotion, se transforme en une grimace, presque comme s'il sentait qu'il y avait quelque chose de maléfique qui se cachait en bas. En quelques secondes, il demande à entrer dans la pièce qui servait à embaumer les corps et il ferme la porte derrière lui. Alors qu'il projette des gouttelettes d'eau bénite dans l'air, l'énergie dans la maison semble devenir plus sombre et l'air plus lourd. Il sent qu'une présence malveillante est autour de lui. Mais le Père Richard poursuit le rituel. Il va de pièce en pièce et exécute l'exorcisme et récite les bénédictions de Dieu jusqu'à ce qu'il soit finalement dans le salon, en présence de la famille ainsi que d'Ed et Lorraine Warren. Quelques heures plus tard, alors qu'il se dirige vers la fin du rituel, il semble que la présence démoniaque refusait d'être chassée et était prête à se battre. Vue par toutes les personnes présentes, tous les objets dans la pièce qui n'étaient pas cloués ou dans lesquels il n'était pas assis ont commencé à trembler et à être déplacés. Des livres, des bibelots, des statues et des ornements ont volé en éclats alors que la neige et la glace frappaient les fenêtres à l'extérieur de la maison. Plus il priait, plus il semblait provoquer l'entité, et plus l'activité devenait intense. Au milieu de la tourmente, et encore une fois vue par tout le monde, Teresa est soulevée dans les airs par ce qu'elle décrira plus tard comme étant des mains gigantesques et invisibles qui l'ont étranglée. Il semble que l'entité tente de choquer et de briser les prières des personnes présentes, mais le Père Richard refuse de céder. Après cet exorcisme extrêmement violent, ils ont entamé un processus de vente immédiat de la maison. Non seulement pour essayer de mettre les étranges expériences derrière eux, mais aussi pour ne pas prendre le risque que la porte qu'ils croyaient avoir fermée avec l'aide des Warren soit un jour rouverte. Philippe va finalement sortir de l'hôpital psychiatrique environ un mois plus tard, et non seulement il semblait être dans un état stable, mais il semblait aussi en bien meilleure santé, et était heureux de revoir sa famille. Son cancer, heureusement, ne reviendra plus jamais. Bien sûr, comme d'habitude, ce qui s'est passé dans la maison des Snedeker est ouvert à interprétation. Il y a ceux qui vont croire que l'exorcisme était nécessaire et que c'était un succès, il y en a d'autres qui vont le voir comme un canular. Les Warren eux-mêmes à l'époque, et même encore aujourd'hui, continuent à être des figures extrêmement critiquées. Il y a certains qui pensent que c'est des démonologues légitimes et des experts en paranormal, et d'autres qui croient que c'est juste des charlatans. Je vous laisse maître de juger ça, moi je suis juste là pour raconter une histoire de base. Philippe, malheureusement, développera plus tard une dépendance à la drogue et sera également diagnostiqué schizophrène. On sait pas si c'est dû aux choses qu'il a vécues dans la maison ou si c'est à cause de la consommation de drogue. Et plus tard, l'histoire a inspiré un documentaire dramatisé avec des noms modifiés, connu sous le nom de Hauntings dans le Connecticut, et ensuite il sera à nouveau popularisé en 2009 lorsque le film d'horreur The Haunting in Connecticut est sorti. Lorsqu'ils ont déménagé en 1987, les Snedeker n'ont pas connu d'autres activités paranormales dans leur vie, et les propriétaires ultérieurs de la maison disent qu'ils n'ont pas connu d'activité non plus. Encore une fois, c'est assez délicat de parler de trucs paranormaux parce que comme vous le savez, j'y crois pas des masses, et j'espère que même si vous êtes comme moi, l'histoire vous aura plu et que j'ai pu vous transporter dans un autre univers. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit like, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Juliano, ciao.